Je voulais vous proposer, comme on a regardé le jeu de la vie 1, qui est sorti il y a un an apparemment, je croyais que c'était sorti il y a plus longtemps que ça, je voulais vous proposer de regarder le jeu de la vie 2.0 qui est sorti il y a pas si longtemps. Celle-là, elle est plus courte, mais je pense qu'on va bien se récaler en tout cas. Dans le ventre de milliers d'ordinateurs, dispersés dans le monde entier, s'agitent des millions de petites créatures virtuelles, qui naissent, qui luttent, qui évoluent, les sujets attachants d'expériences fascinantes. À titre personnel, je peux regarder ces ersatz de vie batifolés dans leurs environnements virtuels pendant des heures et m'en satisfaire. Mais d'autres sont frustrés de voir ces amas de pixels coincés dans leur dimension en 2D. Ces autres veulent aller plus loin et les ramener dans notre monde, les transférer du virtuel au réel. Voilà comment les choses ont commencé. En 1994, Carl Sims, artiste et scientifique, crée un programme qui fait évoluer des créatures pour une fonction déterminée. Il ne façonne pas les créatures lui-même, il utilise plutôt ce qu'on appelle un algorithme évolutif, un programme qui vient imiter l'évolution, donc qui génère une population de solutions aléatoires et qui les teste selon un objectif précis en ne gardant à la fin que les plus efficaces. Par exemple, ces créatures doivent nager le plus vite possible. Comme on leur donne simplement un objectif, celui de nager le plus vite possible, on se retrouve avec des configurations que le chercheur n'attendait pas forcément, mais qui sont bel et bien efficaces. Vous reconnaîtrez des mouvements similaires à ceux de vraies créatures aquatiques. Oui. C'est très joli. Ces créatures-ci doivent avancer sur la terre ferme le plus vite possible. Celle-ci avait initialement été développée pour nager, mais on l'a sortie de son aquarium pour voir ce qu'elle arriverait à faire. Bon, celle-ci sautille, celle-ci galope. Celles-ci doivent suivre un point. Celles-ci doivent prendre le contrôle d'une boîte, et j'aime bien les stratégies utilisées. On commence avec de longs bras pour attraper le cube. Puis on roule, puis l'une évolue en bloquant son adversaire, l'autre évolue en grimpant sur l'obstacle que représente son adversaire, celle-ci plaque carrément son opposant, celle-ci protège le cube, celle-ci l'emporte avec elle. Quand on place ces deux-là face à face, ça se transforme vraiment en bataille, et je sais que je projette mes émotions humaines sur ces morceaux de code, mais j'ai presque l'impression de percevoir une animosité. La bleue fait quelques gestes suspects, mais l'arbitre a l'air de laisser passer. Au final, les résultats dépendent vraiment de ce qui se trouve en face, c'est une sorte de dynamique de pierre-feuille-ciseaux. Un tournoi est organisé, et c'est cette créature, assez ennuyeuse, qui finit par l'emporter. Bravo. Pour moi, aujourd'hui, quelques décennies après cette expérience, c'est déjà stimulant intellectuellement. Je ressens une forme de fascination. Alors imaginez en 1994, quand ces résultats sont publiés, ce que peuvent penser les curieux qui tombent sur ces images. Et une idée, à l'époque, commence à faire son chemin dans la tête de certains de ces spectateurs. Transférer certaines de ces créatures du virtuel au réel. Début 2000, la frontière commence à être franchie. Des chercheurs arrivent à produire, à l'aide d'imprimantes 3D, des formes simples, designées à partir d'algorithmes évolutifs, des formes pas bien complexes mais qui ont le mérite d'exister. En 2016, Sam Friedman, un étudiant en robotique à l'université du Vermont, est fasciné par ces images et veut lui aussi inviter ces créatures dans le monde réel. On trouve sur sa chaîne YouTube certaines de ses expérimentations, encore virtuelles. Notre ami Krigman et son directeur commencent à travailler avec la branche futuriste du département de la défense américain et travaillent aux côtés de chercheurs d'autres domaines, notamment des biologistes, Black Easton et Levin. Black Easton raconte qu'un jour, les quatre font un appel Skype entre équipes et Sam Krigman montre une vidéo de l'une de ces créatures virtuelles. Une sorte de table qui se déplace grâce à un mouvement de balancier entre ses quatre pattes. Et notre chercheur explique qu'il n'existe aucune technologie pour construire une entité similaire dans la vraie vie. Et Black Easton, l'un des deux biologistes, regarde la créature un moment, et puis il répond à l'informaticien « Je parie que nous pourrions la construire ». Sur le moment dans l'appel, il y a quelques rires, mais notre Black Easton retourne dans son laboratoire, commence à travailler, et il se rend compte très vite que le transfert est possible. Du virtuel au réel, ils peuvent fabriquer ces créatures, non pas à partir de métal et de circuits, mais de cellules. C'est justement uniquement à l'aide de cellules, virtuelles ou... J'aime trop le tour que ça fait. On part de la vie qui nous donne une idée de créer quelque chose de pas vivant qui imite la vie, qui évolue pour faire comment on appelle ça, une simulation de la vie pour pouvoir ensuite revenir sur
la vie, genre la vie à la pas vie, à la simulation de la vie, à la vie. Ça c'est... Au réel que j'illustrerai le segment qui suit. L'idée me paraît bonne à 3h du matin, l'exécution sera probablement désastreuse, mais je ne peux plus reculer. Voici la section de présentation de ceux qui me font à nouveau le plaisir de financer cette vidéo. Gringotte. Présentation rapide de Gringotte, institution financière française qui vous encourage à sortir de l'immobilisme des banques traditionnelles. Voilà ce qu'il constate. Laisser son argent dormir dans une banque classique, c'est financer des énergies fossiles qui appartiennent au passé. Ce n'est pas seulement mauvais pour la planète, c'est aussi un risque financier pour votre épargne, d'ailleurs aussi souvent grignoté par des frais élevés et opaques. Gringotte s'adresse à ceux qui considèrent que l'économie de demain sera notamment basée sur la transition énergétique. Ils permettent d'investir dans des secteurs qui explosent, comme la tech bas carbone, les semi-conducteurs, le renouvelable. C'est désormais aussi là que la valeur se crée, et là qu'ils vous proposent d'investir, simplement, sans frais cachés, notamment grâce à une assurance vie pour donner un temps d'avance à votre épargne. Gringotte vient d'obtenir un nouvel agrément de la Banque de France. Leur portefeuille intrépide affiche une performance de plus 8,35% net de frais en 2025, et vous pouvez tenter l'aventure en investissant dès 500 € pour essayer. Bien sûr, n'oubliez pas qu'il s'agit d'investissement, il existe donc un risque de perte de capital. Si l'idée d'investir avec Gringotte vous attire, vous trouverez un lien en description qui vous mènera tout droit vers une jolie page créée spécialement pour l'occasion. Gringotte vous offrira d'ailleurs 25 € de carte cadeau Google Play pour profiter par exemple de 2 mois offerts sur YouTube Premium. Ok, du réel au virtuel. 2 étapes. Étape numéro 1, l'algorithme évolutif. Similaire au premier que je vous ai présenté, un algorithme qui reprend la méthode de l'évolution. Cette première étape consiste... Ce que je comprends pas trop, c'est... Peut-être qu'il me manque une étape, mais pourquoi ils veulent reproduire cette machine-là? Genre, pourquoi cette simulation-là, elle leur paraît intéressante à reproduire? Parce que entre la simulation des petits blocs qui évoluent, etc., et les simulations d'objets en 3D, bah, il y a la robotique. Là, ici, il a montré ici, ça, c'est de la robotique. Et c'est très intéressant, la robotique. J'ai failli faire de la robotique quand je suis arrivé à mon post-bac. Et j'avais visité des universités parce que je trouvais ça très intéressant. Mais finalement, j'ai pas fait ça. Je suis parti dans la biologie. Et c'est marrant d'ailleurs parce qu'il y a la biologie, enfin tous ces domaines de sciences qui sont un petit peu adressés dans cette vidéo. Il y a l'informatique. L'informatique, ça m'intéressait. La robotique, ça m'intéressait. Et finalement, je me suis arrêté sur la biologie. Et c'est un méli-mélo de tout ça. C'est vraiment rigolo. À quel point ça correspond à des centres d'intérêt que j'ai pu avoir. Mais alors pourquoi cette entité-là, ils ont envie de la reproduire? Parce qu'ils pourraient avoir envie de reproduire n'importe laquelle autre. 2 étapes. Je trouve ça bizarre. Étape numéro 1, l'algorithme évolutif. Similaire au premier que je vous ai présenté, un algorithme qui reprend la méthode de l'évolution. Cette première étape consiste simplement à donner 2 catégories d'informations à l'algorithme. 1, l'objectif, par exemple se déplacer, prendre un objet. 2, le nom. Peut-être savoir comment dans le monde du micro, certaines créatures, cellules, groupes de cellules interagissent et évoluent dans l'environnement. Ouais, peut-être que c'est sur cette forme 3D que la simulation, elle s'est arrêtée. Genre la forme entre guillemets optimale obtenue avec le logiciel. Alors du coup, ils veulent essayer de la reproduire pour voir si ça correspond à quelque chose qui pourrait potentiellement exister ou qui existe déjà. Nombre de cellules et leur type, soit des cellules épidermiques pouvant se régénérer, soit des cellules de muscles capables de se contracter. Donc on dit à l'algorithme, par exemple, essaye de trouver la meilleure conformation possible pour avancer avec 900 cellules épidermiques et 500 cellules musculaires. Et voilà, il n'y a plus qu'à lancer l'algorithme. Dans les grandes lignes, l'algorithme suit une chaîne d'instructions. Premièrement, il crée une population de créatures virtuelles ayant une conformation de cellules aléatoires. Deuxièmement, chaque créature est lancée dans un environnement virtuel mimant la physique de notre monde. Troisièmement, il leur attribue un score de performance en rapport avec l'objectif recherché, et les plus mauvais sont remplacés par les plus forts, choisis aléatoirement. Finalement, il recommence sur 1000 générations. Au bout de ces 1000 générations, on a une créature qui aura normalement gagné, celle qui aura constamment eu le meilleur score. On la met de côté, le processus est terminé, et on recommence tout de 0, 99 fois. Ce qui veut dire qu'on obtient une population virtuelle de 100 créatures performantes, ayant chacune gagné une course sur 1000 générations, avec un design différent.
On observe déjà à ce moment-là ce qu'on appelle de la convergence évolutive, c'est-à-dire que ces créatures différentes, formées différemment, donc finissent par se ressembler, car seules certaines géométries permettent d'accomplir efficacement une fonction donnée. Mais on note aussi une vraie diversité quand on se penche sur le détail de ces formes. Comme dans la nature, on retrouve dans le règne animal tout un tas de créatures qui ont évolué indépendamment les unes des autres, mais qui ont toutes développé le même genre de membres pour voler, par exemple. Des ailes. Mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte que ces ailes sont toutes très différentes. Oiseaux, insectes, chauves-souris. Donc une convergence de formes, mais une vraie diversité anatomique. Ok, donc ouais, il est allé un petit peu plus loin et après il revient sur les explications de pourquoi ils choisissent de faire cette forme-là. C'est dans l'optique de... Ils ont donné les paramètres de base de l'expérience, c'est avoir tant de cellules épidermiques et tant de cellules musculaires et arriver à se déplacer. Et ils ont trouvé toutes les différentes formes optimales pour pouvoir faire ça. Tu as fait quoi comme étude, si ce n'est pas trop indiscret? J'ai fait un bac S et après j'ai fait un DUT de génie biologique, option génie de l'environnement. Après, j'ai voulu partir sur un Dust, vibration acoustique et signal, mais j'ai arrêté au bout de 3 semaines pour m'orienter vers une licence langue, littérature, civilisation étrangère, option anglais et traduction de l'anglais, ce qui n'a absolument rien à voir parce que du coup je suis sorti du domaine de la science pour aller dans le domaine littéraire. J'ai fait ma licence, après j'ai bossé un petit peu, j'ai travaillé en tant que surveillant d'internat et après je suis revenu dans le monde des sciences pour faire une deuxième année d'un autre DUT, donc DUT génie biologique encore une fois, mais juste la deuxième année de spécialisation où j'ai fait analyse biologique et biochimique pour pouvoir faire technicien de laboratoire. Voilà. Et j'aime beaucoup les études et quand j'étais au lycée j'aimais pas du tout l'école, tout ça. Quand j'ai fait mon premier DUT j'aimais pas du tout. Avec l'âge j'ai appris à apprécier le fait d'apprendre et le fait qu'on me donne des tâches à faire et trouver la meilleure façon de faire ces tâches. On va dire j'ai acquis une maturité éducative avec le temps et j'aimerais bien franchement j'aimerais trop retourner dans les études. Et si jamais je refais des études, ce serait probablement dans la psychologie, à mon avis, parce que je trouve ça fascinant. Mais la psychologie, pas la psychologie théorique, genre psychologie plus d'un point de vue biologique, genre quelque chose neuro quoi. Genre vraiment la psychologie mais appliquée au médical à la biochimie en fait. Je trouve que j'avais vu des vidéos comme ça de un psychologue, psychiatre qui travaillait sur les scans de cerveau. Neurologie, ouais, un petit peu, genre le mélange entre neurologie et psychologie, parce qu'en fait, j'avais vu un TED Talk, pour ceux qui connaissent les TED Talks, c'est toujours très intéressant. Et c'était un psy un neuro/psy qui disait que le cerveau, c'est le seul organe qu'on traite sans le regarder. Quand tu vas chez le psy et qu'il te donne des antidépresseurs ou quand il te donne des calmants ou des anxiolytiques, ce genre de choses, il le fait sans avoir regardé de scan de ton cerveau. Quand tu fais de l'arythmie, eh ben on va mesurer ton cerveau, on va mesurer ton cœur, on va faire une échographie, on va faire ce genre de choses. Quand tu as des problèmes de poumons, on va regarder tes poumons. Quand tu as des problèmes de reins, on va regarder tes reins. Quand tu as des problèmes de cerveau, on ne va pas forcément te faire un scan du cerveau. Et comment on appelle ça, les troubles psy, les conséquences de troubles du cerveau peuvent avoir différentes causes. On peut aboutir au même résultat, mais via plein de voies différentes en fait.
Et une personne qui est dépressive, elle peut être dépressive à cause d'un trauma, elle peut être dépressive à cause d'un déséquilibre biochimique dans son cerveau, ça peut être à cause d'une dégénérescence cérébrale, ça peut être à cause d'un métabolisme particulier de cette personne, ça peut être lié au fonctionnement TDAH, autisme, etc., qui ont exacerbé une condition dans l'environnement de cette personne. Et ça peut avoir plein de causes. Et on va traiter les symptômes plutôt que trouver qu'est-ce que c'est la cause, en fait. Et là, ça pose problème, parce que si tu traites juste les symptômes, bah, le traitement s'attaque à la cause. Mais si tu ne trouves pas la bonne cause des symptômes, ça ne va pas faire changer les symptômes. Et c'est pour ça que souvent les personnes qui ont des troubles psy, eh ben, ça prend très très longtemps à travers différents médicaments et différents équilibres entre différents médicaments pour aboutir à un résultat un tant soit peu efficace. Et ce mec-là, dans son TED Talk, il expliquait, ben, moi, j'ai décidé que il serait intéressant de mener des études sur l'imagerie médicale des scans de cerveau de mes patients pour pouvoir orienter le traitement. Et c'est logique, en fait. La première phrase de son truc, c'était... Enfin, pas la première, mais dans l'introduction de son TED Talk, il a dit « Le cerveau, c'est le seul organe qu'on ne regarde pas pour le traiter. Et si on le regarde pour le traiter, on obtient des résultats beaucoup plus intéressants. » Et donc la biochimie neurologique mêlée à la psychologie, psychiatrie, je trouve que ça, c'est très intéressant. Et je ne sais pas si ça existe comme domaine d'étude, mais j'imagine que si tu pars en psy, il doit y avoir, à travers les différents cours que tu fais, un moyen de faire un Venn diagramme des apprentissages pour pouvoir orienter ce qu'on apprend. Voilà. Bubule qui explique des trucs scientifiques, j'adore. Ouais, bah, j'aime bien. Ça me fait penser à... Genre, on va dire, je suis connu pour le lore de Runeterra, mais j'ai commencé à m'intéresser au lore de Runeterra quand j'avais plus de 30 ans. J'ai fait des choses avant, je ferai des choses après. Et des fois, quand je donne mon avis à propos de quelque chose pour lequel je ne suis pas forcément connu, il y a des gens désagréables qui disent « Oh, reste sur le lore ». Ben, en fait, frérot, j'ai d'autres centres d'intérêt, hein, et je m'y connais tout aussi bien, voire mieux dans d'autres domaines que dans le lore de Runeterra. C'est pas parce que je suis une tronche sur le lore de Runeterra que je connais que ça et rien d'autre. Enfin, vient la phase de filtre et de test. On prend chacune de nos 100 créatures performantes et on leur fait... À quand des vidéos scientifiques sur la chaîne secondaire ? Bah, là, je suis en train d'enregistrer, là, ça part sur YouTube. Bonjour YouTube. Donc on va... Là, je pense qu'on va avoir un petit arc où on visionne des vidéos. Après, on pourra regarder des documentaires et peut-être faire des recherches ensemble. J'aime bien apprendre des choses. Donc on fera des apprentissages ensemble. Peut-être qu'on pourrait même avoir des gens... des gens, inviter des gens sur le live pour des discussions, pour apprendre des choses. On a eu Alvin, avec qui on a discuté de l'or de Donjons et Dragons, pour avoir d'autres personnes qui sont peut-être justement dans le domaine de la psychologie. Peut-être que si jamais il y a des gens qui veulent parler de psycho et qui travaillent dans le domaine ou ce genre de choses, on pourrait avoir un cours sur... Des cours en ligne de psycho, ou de maths, ou de je ne sais quoi. Ça pourrait être trop intéressant. Je vais faire un appel d'offres sur le Discord, tiens. Passer un test de robustesse. En gros, on va venir générer du bruit autour des contraintes physiques. On leur fait aussi passer un test de construction. Merci. L'idée, c'est d'être sûr de pouvoir construire nos créatures virtuelles dans la vraie vie. Ces dernières doivent répondre à 3 contraintes de construction, des cellules qui se touchent les unes avec les autres, pas de trop grands trous, et au moins 50% de cellules épidermiques. Et une fois qu'une créature passe ces tests, on peut lui faire franchir la frontière qui la sépare de notre monde.
Étape numéro 2, le laboratoire. Le matériau qu'ont trouvé nos chercheurs, c'est un embryon de grenouille, une espèce spécifique de grenouille, Xenopus laevis. Donc, premièrement, on extrait les cellules souches, ensuite, on les laisse s'agréger en une sorte de boule. Les cellules souches, c'est, je pense qu'une des plus grandes découvertes scientifiques de notre ère, ça a été de... déjà, il y en a deux, en biologie. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément le domaine ou quoi, il y a deux choses qui ont révolutionné la biologie dans les dernières décennies. Il y en a un, c'est une méthode pour déspécialiser des cellules. Donc vous savez, si vous n'avez pas fait de biologie, il faut savoir que toutes nos cellules sont spécialisées. On a des cellules de la peau, on a des cellules des muscles, on a des cellules des yeux, on a des cellules du cerveau, on a des cellules du cœur, on a des cellules du foie. Ils ont tous leur nom, genre le foie c'est hépatique, les cellules de la peau c'est épithélial, etc., etc. Ça c'est les noms scientifiques. Et en fait, avant de devenir ça, elles passent plusieurs étapes de différenciation. Et à la base, ce sont toutes des cellules souches qui se différencient et qui deviennent de plus en plus spécialisées. Avant de devenir des cellules de la peau, en fait, elles ont d'autres stades par lesquels elles passent, elles évoluent jusqu'à devenir des cellules de la peau. Et en fait, on a trouvé une méthode pour prendre des cellules qui se sont spécialisées et faire leur spécialisation dans le sens inverse, pour revenir en arrière. Donc, on peut prendre des cellules, je sais pas, des cellules du foie, les faire revenir en arrière et les transformer en cellules du cœur ou cellules de la peau ou en cellules de la rate, ce genre de choses. Et on s'est retrouvé capable de produire des cellules souches. Et ça, c'est huge, parce qu'à la base, les cellules souches, c'est des cellules embryonnaires, en fait. Donc, sans cette technologie pour créer des cellules souches, on aurait été obligé de fabriquer des embryons et d'utiliser les cellules souches de cette façon-là. Maintenant, on a la capacité de les produire par nous-mêmes en prenant juste un morceau de... Je sais pas, j'ai plus la data de à partir de quelles cellules on peut le faire, mais en tout cas, on a la technologie nécessaire pour revenir en arrière. On ne peut pas revenir jusqu'à cellules omnipotentes, et on peut faire des cellules pluripotentes. Omnipotente, ça veut dire une cellule qui peut vraiment tout devenir. Donc, genre, je te prélève un bout de peau, et à partir de ça, je peux te cloner? Non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas revenir jusqu'à genre la cellule œuf. Mais on peut revenir plusieurs étapes en arrière et la faire différencier en plein de choses différentes. Et la deuxième, c'est les ciseaux génétiques. C'est CRISPR-Cas9. Donc c'est un truc tout con, qui marche très bien, où on est capable d'aller chercher une séquence ADN, la découper et la remplacer par une autre séquence ADN. Et ça nous permet de faire de la modification génétique. Voilà, tout ce qui est OGM, ce genre de choses, c'est avec ça. On y va, on enlève ce brin d'ADN-là, on le remplace par un autre, ou on le met autre part, etc. Et c'est des espèces de ciseaux génétiques qu'on appelle ça. Et ça, c'est tout ce qui est à la base de l'épigénétique, des études de microbiologie génétique, ce genre de choses. C'est grâce à ça. Et pour moi, c'est les deux grosses inventions biologiques qui ont révolutionné le domaine scientifique, médical et biologique de notre ère. Et c'est grâce à ça qu'on peut faire notamment des études de cancer et ce genre de choses. Voilà. Du coup, je suis un petit peu perdu de ce qu'il a dit. C'est un embryon de grenouille, une espèce spécifique de grenouille, Xenopus laevis. Donc, premièrement, on extrait les cellules souches, ensuite, on les laisse s'agréger en une sorte de boule. Okay.
Puis vient une étape minutieuse. Il faut sculpter la boule avec une électrode acautérisée de manière à ce qu'elle ressemble à la forme fabriquée par l'algorithme. C'est pas évident du tout, considérant le fait que ça doit être fait par un humain et que cette boule mesure entre 0,1 et 0,5 mm de diamètre. Imaginez-vous essayer de tailler quelque chose d'aussi petit. Une fois la chose faite, il nous reste un problème, on a juste une forme. Juste des cellules modelées, et puis c'est tout. Rappelez-vous, dans notre algorithme, on avait indiqué 2 types de cellules, épidermiques et musculaires. Et là, on a que Pour les le cellules moment, souches. nos cellules ne sont ni l'un ni l'autre, alors il faut les transformer, ce qu'on fait en y injectant des ARN messagers de manière à surexprimer certains gènes, ce qui transforme une cellule indifférenciée en un type particulier. En gros, Différence. pour chaque cellule, on dit « toi, tu seras épidermique, toi, tu seras musculaire », et on avance comme ça jusqu'à les avoir toutes faites. Ici, le scientifique suit le plan de l'algorithme. Il regarde ce qu'il doit faire, où il doit le faire, et il copie du mieux qu'il le puisse sur cette boule, qui fait, je le rappelle, moins d'1 millimètre de diamètre. C'est long, c'est ardu, c'est extrêmement minutieux, mais Et ça marche pas du tout après du des premier heures de coup. travail, je peux enfin vous présenter un Xenobot. Constitué d'à peu près 3000 cellules, capables de vivre à peu près une semaine. Une créature étrange qu'on a du mal à catégoriser, un qui compromis se déplace. entre le vivant et l'artificiel. Un robot biologique, imaginé par un programme, façonné par un humain, constitué de cellules de grenouilles. Bon, le travail n'est pas encore fini. Ce qu'avait imaginé l'algorithme évolutif ne se produit pas forcément. Il y a des différences entre la réalité et la simulation de réalité de notre programme. Ce qu'on fait logiquement, c'est qu'on rentre dans l'algorithme les comportements des Xenobots dans la réalité. On lui dit « voilà ce que tu pensais que ça allait faire, et voilà ce que ça a fait ». Le programme ingère ces informations, modifie ses paramètres, et recommence à calculer et à imaginer d'autres conformations. C'est une boucle, du virtuel au réel, du réel au virtuel. Et dans le réel comme dans le virtuel, ces petites choses sont très actives. Il a mis une musique Déjà, bien elle se déplace. d'ambiance sombre quand même. Hein. Les auteurs se sont aperçus que lorsque des Xenobots mobiles dont la fonction maximisée est la locomotion sont mis dans une boîte de pétri avec de la poussière rouge, après 24 heures, la poussière se retrouve agrégée, seulement dû au fait que les Xenobots ont bougé. Alors les chercheurs ont une idée, prendre le design de ce Xenobot et le mettre au tout début de Il y en a un, il l'algorithme, tourne en rond, mais en il est changeant génial. l'objectif. Maintenant, il devra nettoyer une zone de débris. Des À partir de cette Xenobots. fonction, des Xenobots virtuels et réels sont créés. Durant l'optimisation de la locomotion, les chercheurs s'aperçoivent que certains Xenobots ont un trou, et que certaines particules de poussière se font prendre dans ce trou. Alors ils recommencent, ils prennent le meilleur Xenobot dans le secteur de la locomotion, le font remanger par l'algorithme évolutif, et changent la fonction pour maximiser la distance de l'objet transporté. Ici, ils arrivent seulement à créer un Xenobot virtuel, qui maximise cette fonction, pas à le modeler dans notre monde. Bon, donc on peut leur faire des choses. Important ça d'ailleurs que nous puissions leur faire des choses. Comprenez bien que ces bestioles ne sont pas intelligentes. Si elles avancent, c'est parce que les cellules musculaires se contractent et se détendent et se contractent, et que l'algorithme, connaissant les propriétés des cellules qu'il assemble, peut les organiser de manière à ce qu'elles fassent avancer le corps qu'elles composent. Finalement, ces choses sont très similaires aux petites créatures du jeu de la vie de Konoe. Elles ne pensent pas, elles suivent simplement les règles du jeu. S'il y a intelligence, c'est, ici comme là, celle très spécialisée des algorithmes, et celle beaucoup plus générale des humains qui organisent l'opération. Et on se retrouve avec ces choses, difficiles à catégoriser, constituées de vie, mais pas vraiment vivantes. Pour le grand public, la réception de la nouvelle de la création de ces créatures est particulière, comme une sensation de franchir une frontière qu'on devrait plutôt éviter de franchir. Oh, ça va. Et la suite des opérations ne facilite pas forcément les choses pour le grand public. Chez nos Xenobots originaux, vous vous souvenez que certains ont été programmés pour transporter des objets. Eh bien, on met un Xenobot dans une boîte de pétri, entouré par des particules colorées, et notre créature fait s'agréger ces particules. Il les rassemble. Alors, nos scientifiques ont une idée. Placer dans la boîte, à la place des particules, des cellules souches de grenouilles, donc les blocs élémentaires de nos Xenobots, mais ici en désordre. Les Xenobots commencent à s'activer, à avancer, tourner, et après 5 jours, les cellules souches agrégées sont formées en sphères et commencent à se déplacer. Ces Xenobots ont créé d'autres Xenobots. Mais non. Notez que ce n'est pas de la reproduction, malgré ce que beaucoup de journalistes ont pu affirmer, il n'y a pas de croissance de l'organisme, pas de matière créée. Ici, c'est ce qu'on appelle de la réplication cinématique, la capacité à s'auto-répliquer en utilisant les matériaux du milieu.
En robotique, on parle de machines auto-réplicantes, et c'est bien ce qu'on observe ici, et ce qui nous pousse notamment à plutôt parler de robots biologiques. Problème, la réplication s'arrête après 2 générations, parce que les boules de cellules souches deviennent trop petites pour se déplacer. Alors les chercheurs retournent voir leur algorithme évolutif, avec pour objectif de diminuer le cycle de réplication, et une forme se détache du reste. La sphère. La forme semi-toroïde. Semi-toroïde. Et la raison du succès de cette forme est assez claire, plutôt que de se contenter de tourner autour des cellules isolées pour les rassembler, le Pac-Man peut les agréger directement dans sa bouche. Grâce à cette méthode, le diamètre des enfants produits augmente de 150% et le cycle de réplication diminue de 250%. C'est incroyable. Tourne en rond. C'est fou de voir ce que cet algorithme a été capable de fabriquer, et dingue d'imaginer ce qu'on pourra bientôt faire avec des créatures similaires. Dépolluer certains milieux, en les produisant en masse et en les larguant dans une partie de l'océan pour capturer et réunir les microparticules de plastique qui polluent les eaux, au pif. En médecine, les possibilités sont infinies, on pourrait les utiliser pour délivrer un médicament à un endroit précis, on pourrait faire de la microchirurgie, tu vas là et tu coupes ça, on pourrait débarrasser le corps de molécules. Non, les humains, beaucoup trop souvent dans notre passé, on a décidé de balancer quelque chose on s'est dit ouais c'est une bonne idée, on va le balancer dans un écosystème et ça non ça n'a jamais les résultats qu'on attend. Non. Oh non. Genre l'idée de on va mettre ça dans tel écosystème, ça va avoir ça comme résultat et on sera bien mieux qu'avant, c'est jamais une bonne idée. Je prends l'exemple, ils avaient, il me semble, qu'est-ce que c'était ? Il y en a plusieurs des exemples comme ça, mais il me semble que sur une île, il y avait trop de rats, alors du coup, ils ont balancé des chats, mais il me semble qu'ils y sont allés, genre ils ont largué des chats par hélicoptère ou par avion, ils ont balancé des chats sur l'île, et ils se sont dit, ils les ont parachutés, quoi. Et les chats, ils vont s'occuper de bouffer tous les rats. Bah ok, ouais, bon, ils ont bouffé tous les rats, mais après, il y avait une population de chats de fous furieux, et ils savent pas quoi faire avec les chats maintenant. Et pareil, il y avait en Australie, ils ont importé des grenouilles d'Europe en Australie pour s'occuper de certains insectes, mais comme ces grenouilles n'avaient pas de prédateurs, la population de ces grenouilles a explosé et maintenant il y a des milliers de grenouilles qui se retrouvent sur la route et qui font chier les habitants de cette zone-là d'Australie, qui ont carrément un sport entre guillemets où ils vont pour écraser un maximum de grenouilles sur la route avec leur 4x4. Genre ça a jamais l'effet escompté en fait. Tu peux pas genre jouer au héros, faire tes petites expériences dans une boîte de pétri, dans un milieu fermé, etc. Pourquoi pas ? À partir du moment où tu le balances dans un écosystème qui est relié à d'autres écosystèmes et que non, déséquilibre, non, mauvaise idée. Voilà. Pour les écrevisses européennes qui se font bouffer par les américaines, oui, les écosystèmes qui sont en place sont tous extrêmement fragiles et ont un équilibre très 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 particulier. Et ça, c'est quelque chose, les gens qui n'ont jamais fait d'études de biologie ne s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent pas compte. Et c'est pour ça, notamment, quand on parle, je vais prendre l'exemple du réchauffement, du dérèglement climatique. On ne va pas parler de réchauffement, on va parler de dérèglement climatique. Le dérèglement climatique, toujours dans les vidéos, il y a les gens qui font « Oui, mais en fait, il a fait plus chaud dans le passé. Oui, mais en fait, il y a déjà eu plus de particules de CO2
dans l'atmosphère, nanana, nanana. Déjà, d'une part, ça me fait rire parce que ils s'appuient sur des données scientifiques et ils disent regardez, les scientifiques, ils nous ont dit qu'il a déjà fait plus chaud dans le passé, donc ils font confiance aux scientifiques pour cette data-là, mais ils font pas confiance à ces exacts mêmes scientifiques qui sont en train de dire il y a un danger aujourd'hui par rapport à ce que l'humain est en train de faire subir à la planète. Donc ils font confiance quand ça leur arrange, mais ils font pas confiance quand ça ne les arrange pas, les gens qui sont dans le déni climatique. Mais le truc du dérèglement climatique, le plus important, c'est la vitesse à laquelle ça arrive. Quand tu as une augmentation de la température sur 100 000 ans, eh ben, les différents écosystèmes en place, les différentes espèces qui existent, ont le temps de s'adapter. Si tu augmentes de 2 degrés Celsius et qu'on arrive en l'an 10 000, 100, et qu'on arrive dans l'année 100 2026, au bout de 100 000 ans, eh ben, toutes les espèces animales et végétales, ils auront eu le temps doucement de s'acclimater à ces 2 degrés d'augmentation. Quand tu le fais sur 50 ans, c'est pas pareil. C'est la même chose. Si je viens te toucher doucement la joue avec ma main, je fais poup et je te touche la joue. Ça va, c'est une douce caresse. Si j'y vais comme ça, eh ben ça fait mal. Voilà, c'est la différence entre une caresse et une gifle. Et là, on n'est pas en train de caresser l'environnement, on est en train de lui mettre des gifles. Voilà. Et un des gros problèmes dans le dérèglement climatique, c'est pas seulement la température qui augmente, ce genre de choses, c'est aussi l'acidité des océans. Parce que plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, plus il y a de CO2 qui est absorbé par l'eau des océans, et plus ça rend l'eau acide. Le gros problème là-dessus, c'est que dans les océans se trouve le phytoplancton. Et contrairement à ce que pensent les gens, la grosse majorité de l'oxygène qui est produit par notre planète, c'est pas la forêt amazonienne. On dit que c'est le poumon de la planète. Oui, il y a une grosse forêt, mais généralement, une forêt est à un état d'équilibre entre ce que produit la forêt en O2 et ce que ça dépense et ce que ça produit en CO2 en fait, parce qu'il y a des arbres qui meurent, et un arbre qui meurt, ben, ça produit du CO2 parce que ça se décompose. Et il y a un espèce d'état d'équilibre en règle générale sur une forêt. Donc oui, ça produit le CO2, mais 70% de l'oxygène qui est produit par notre planète, c'est produit par du phytoplancton qui justement absorbe le CO2 et rejette de l'O2. Et le phytoplancton, c'est des petits micro-algues qui habitent dans les océans. Et quand l'acidité d'un milieu augmente ne serait-ce que de quelques pourcents, ces phytoplanctons, qui sont extrêmement fragiles, meurent. Et si on a le phytoplancton responsable de 70% de la production d'oxygène de notre planète qui meurt, qu'est-ce qui se passe avec l'oxygène ? Ça diminue, on se retrouve avec un certain problème catastrophique à l'échelle planétaire. Voilà. Donc l'idée que ah ben non mais ça, le dérèglement climatique c'est pas si grave, nanani nanana, l'acidification des océans c'est un gros problème. Voilà, et c'en est que un parmi tant d'autres et on l'évoque pas ce problème. Si tu regardes ce qu'on appelle le bleaching des récifs de corail, notamment en Australie, il y a beaucoup de récifs de corail qui deviennent complètement blancs à cause de la pollution des océans. Et il y a des kilomètres carrés de barrières de corail qui sont entièrement morts dû à l'activité humaine. Et ça, c'est tout un écosystème qui meurt et ça a des conséquences. Il y en a plein des conséquences. Et les gens qui disent ouais, c'est bon, non, regarde, il neige. Eh ben ils sont cons, voilà, tout simplement. Le phytoplancton produit environ 60% de l'oxygène, alors que la forêt amazonienne produit moins de 10%. Voilà, bah ouais, j'étais pas exact, j'ai dit 70, c'est 60, mais voilà, vous voyez, et le phytoplancton, c'est extrêmement fragile. Et c'est aussi la base de tout un écosystème au niveau des poissons. Parce qu'ils se font manger par des plus gros trucs, ils sont mangés par des plus gros trucs, tout le cycle de la vie, vous connaissez. Voilà, la chaîne, les chaînons de qu'est-ce qui mange quoi. Enfin voilà. Et je
je pars, je pars sur des tangentes aujourd'hui. « 0,2 degré de... » Mais oui, aussi, c'est l'idée de... Ah bah, 1 degré de différence, c'est pas grand-chose. Mais en fait, c'est c'est 1 degré de moyenne qui est énorme. Et moi, personnellement, je sens la différence entre quand il fait 19 degrés et quand il en fait 20. Et je ne suis qu'humain. J'ai pas un système super... Enfin, je peux survivre. Dites-vous, si vous trouvez que 2 degrés, si vous trouvez que 2 degrés Celsius, c'est pas grand-chose, dites-vous, pensez à la différence que ça fait à votre corps d'être à 37 degrés ou d'être à 39 degrés. Quand vous avez 39 de fièvre, est-ce que vous vous sentez bien ? Bah, c'est que 2 degrés de différence pourtant, hein. C'est pas grand-chose. Voilà. Voilà. Oh, bah, 2 degrés, 2 degrés, 2 degrés. Vas-y, vis ta vie entière avec 39 degrés. On verra comment tu te sens et on verra comment tu survis. Courage. Moi, 40, je pète la forme. Il y a des gens, 40 degrés, ils meurent. Voilà. Molécules toxiques. En Là, fait, on est en arrière. là où ces possibilités sont infinies, on pourrait les utiliser pour délivrer un médicament à un endroit précis, on pourrait faire de la microchirurgie, tu vas là et tu coupes ça, on pourrait débarrasser le corps de molécules toxiques. En fait, là où ça devient génial, c'est qu'on pourrait fabriquer des xénobots à partir des cellules du patient que l'on veut traiter, sans aucun risque de rejet. Oui. On pourrait les utiliser pour identifier et détruire un cancer, ou pour retirer la plaque artérielle. Sam Krigman en parle de ça, et il s'en amuse, il dit « À quoi devrait ressembler un robot qui rampe dans vos artères ? Devrait-il avoir 4 pattes ? Je n'en sais rien. » Voilà, tout ce dont nos chercheurs doivent s'occuper, c'est la fonction. Le reste, c'est leur évolution de poche qui s'en charge. Une autre évolution de poche pourrait aussi se charger de produire des xénobots dangereux, c'est un point sur lequel les chercheurs n'ont à ma connaissance pas communiqué, et sur lequel je me retiendrai de le faire plus en détail, parce qu'aujourd'hui, miracle, j'ai décidé de ne pas être anxiogène. Voilà, ne me remerciez pas. Bref, Merci. formidable évolution de poche, qu'il est d'ailleurs possible d'améliorer. En 2023, Joshua Bongard, l'un des auteurs de l'article original des xénobots, publie un autre article dans lequel il détaille, avec un collègue, leur conception de robots à partir d'algorithmes évolutifs. Et s'il constate que c'est très efficace, il constate aussi que c'est super lent. L'évolution, c'est un concept absolument brillant, et certaines de ces créations que vous pouvez observer tout autour de vous sont des merveilles d'ingénierie, mais ce sont des merveilles qui ont nécessité des milliards d'années. Ouais. L'évolution, c'est un processus aveugle. Elle ne sait pas pourquoi tel ou tel organe fonctionne. Tout ce qu'elle fait, c'est récompenser les gagnants et punir les perdants. Donc l'algorithme évolutif de nos chercheurs a besoin de 2 semaines sur un superordinateur pour produire un robot performant. Alors, les auteurs de l'article implémentent dans le processus une nouvelle IA dont la tâche est d'isoler les modèles défectueux dans le processus évolutif et d'identifier dans le corps du robot ce qui ne va pas, de manière à guider l'algorithme vers de possibles solutions. Et avec cette méthode, un robot efficace peut être conçu en 30 secondes avec un ordinateur portable. Bref, trop cool. Génial algorithme évolutif. Cette branche s'appelle la biotechnologie, j'imagine, ouais. Ça mélange biologie et technologie, probablement. Simple, mais si efficace, et pourtant, j'en sais rien. Lors des années qui ont suivi, les chercheurs l'ont de moins en moins utilisé. Ils ont essayé quelque chose de beaucoup plus ennuyant sur le papier. Ils se sont contentés de laisser des amas de cellules souches s'agréger en une boule. Et puis voilà, ils ont observé. Ce que vous regardez, c'est ce qu'on appelle un xénobot basal. C'est pas passionnant au premier abord, et pourtant les chercheurs sont fascinés. Pourquoi ? Qu'y a-t-il à voir ici qui surpasse le potentiel de stimulation intellectuelle des Pac-Man autoréplicateurs ? En quoi ça, c'est aller plus loin ? Je vous montre. Voilà ce qui se passe quand on ne touche pas à ces agrégats. Sur les cellules apparaissent des cils. Ouais. Rien de curieux pour le moment, du moins pas pour les chercheurs. La plupart des cellules ont des cils sur leur surface membranaire. Ces cils permettent plein de choses. Pour les cellules épidermiques de grenouilles par exemple, ils se situent à la surface de leur peau et leur permettent de faire circuler le mucus et les pathogènes qui s'y trouvent. Chaque cellule possède une centaine de cils qui battent en rythme. Donc, le fait que des cils poussent, c'est ok. Mais ce qui a choqué les chercheurs, c'est de découvrir que les cils à la surface des cellules ont fait avancer la boule.
plein de petits cils qui fouettent l'eau, ce qui fait avancer la structure. Alors, il n'y a pas de direction prédéfinie, la boule avance de façon chaotique en spirale, mais ce qui a fasciné les chercheurs, c'est qu'une nouvelle fonction est apparue, la locomotion, à partir de structures, les cils, dont ce n'était pas la fonction originelle. Bon, là comme ça ne paraît peut-être pas grand-chose, mais comprenez que c'est exceptionnel en fait. La locomotion n'a pas été codée, elle a émergé. Ces cellules, une fois libérées de l'organisme, cessent d'obéir aveuglément pour explorer de nouvelles possibilités. On découvre autre chose. Une étude d'avril 2025 révèle que contrairement aux têtards classiques qui ignorent le bruit, les xénobots, eux, réagissent aux ondes acoustiques. Lorsqu'on émet un son à 300 Hz, ils arrêtent leur spirale habituelle pour adopter une trajectoire linéaire, comme s'ils écoutaient et répondaient au signal. Ça, sur un organisme qui n'a ni cerveau ni neurones. C'est fondamental parce que ça nous montre quelque chose de très important. La fonction n'est pas écrite dans la cellule, elle émerge de l'organisation des cellules entre elles. Intuitivement, on pourrait s'attendre à autre chose. On pourrait imaginer que dès le départ, chaque cellule suit un plan précis, qu'elle sait ce qu'elle doit devenir, où elle doit se placer et à quoi elle doit servir, comme si tout était déjà écrit dès la naissance, chaque morceau ayant sa fonction assignée dans l'organisme à venir. C'est d'ailleurs souvent comme ça qu'on se représente le développement du vivant, un programme qui se déroule étape après étape, sans surprise. Mais ici, cette intuition ne tient pas. Libérée de l'organisme, elle n'applique pas un programme figé. Les cellules explorent un autre espace de possibilités, et dans cet espace, une fonction globale émerge sans avoir été sélectionnée pour ça. Est-ce que vous comprenez pourquoi de simples cellules de grenouille sont des matériaux de construction extraordinaires? Parce qu'il n'y a rien de simple, en vérité. On forme des boules avec, et on les sculpte, et on s'émerveille de l'habileté des chercheurs qui les modèlent. Ces cellules passeraient presque au second plan, juste un matériau de construction, une sorte de pâte à modeler, mais je suis là pour vous rappeler qu'il n'en est rien, et que les héros de cette vidéo n'ont jamais été les xénobots, mais les cellules qui les composent. Bah oui. Quand on change d'échelle, quand on traverse la membrane pour plonger dans les entrailles de cette petite chose, on découvre une machinerie d'une complexité effrayante, une métropole furieuse, saturée, où des moteurs moléculaires marchent littéralement le long de câbles sous tension pour livrer des cargaisons, où des milliers de turbines, grosses comme des atomes, tournent à 30 000 tours minute simplement pour maintenir les lumières allumées. C'est un chaos parfaitement orchestré, une usine nanoscopique totale qui ne dort jamais, qui produit sa propre énergie, qui traque les erreurs de son code, qui recycle ses déchets pour se reconstruire en permanence, et qui cicatrise ses propres brèches en temps réel. Ce sont des bijoux de complexité et d'efficacité, façonnés par 4,2 milliards d'années d'évolution. Ce ne sont pas de simples briques inertes dépendantes d'un tout, ce sont des organismes qui se suffisent à eux-mêmes, si bien qu'en dézoomant, notre vision de nous-mêmes change radicalement. Nous ne sommes pas des blocs monolithiques, nous sommes une foule. Notre corps est une gigantesque colonie de milliards d'organismes autonomes qui coopèrent. Nous sommes un univers entier, tout s'agence somptueusement, tout a un but, tout est utile. C'est magnifique. Les xénobots sont astucieux, mais ils ne sont encore que des brouillons comparés aux chefs-d'œuvre qui les composent. Au final, comme souvent par ici, ces petites choses ne sont qu'un prétexte pour nous émerveiller de la vie, et je crois que vous ne le faites pas encore assez, alors permettez-moi de conclure. Vas-y. Régale-nous. La raison pour laquelle nos chercheurs ont tenté d'utiliser des cellules pour fabriquer leurs robots, malgré le fait que c'est un matériau très complexe à manier, vient du statut très particulier de la vie dans l'univers. Depuis 13,8 milliards d'années, ce dernier suit une règle simple, implacable, sans exception connue. Tout se défait. Les étoiles brûlent leur carburant, les galaxies se dispersent, les orbites se déstabilisent, les systèmes planétaires dérivent lentement vers le chaos, les fleuves aplanissent les continents, les vents effacent les reliefs, les montagnes s'érodent, les océans rongent les côtes, les métaux s'oxydent, les cristaux se fissurent, la chaleur se diffuse, les gradients s'annulent, les différences s'estompent, l'information se perd, l'énergie se disperse, tout se défait. C'est la seconde loi de la thermodynamique qui dit, en substance, ceci. Dans un système isolé, le désordre global ne peut qu'augmenter. C'est ce qu'on appelle l'entropie. La perte progressive des contraintes, la disparition des... L'entropie, dans la première vidéo, le jeu de la vie, j'en ai parlé un petit peu quand on l'a visionné. J'avais même été sur le site, parce qu'il n'en parlait pas lui, mais j'avais remarqué le parallèle avec l'entropie, et là pour le coup il l'a sorti lui aussi. Formes improbables. Je sais de quoi je parle en vrai. La tendance de l'univers à choisir statistiquement les états les plus banals. Ouais. À cette échelle, tout ce qui existe est condamné à se simplifier et à subir l'équilibre. le désordre. L'univers entier, tout sauf la vie. La vie fait exactement l'inverse de ce que l'univers favorise. Là où tout se défait, elle construit.
Elle crée des formes terriblement improbables. Elle maintient l'ordre localement contre une tendance cosmique au nivellement. Contrairement à un système inanimé, un système vivant ne gagne pas d'entropie. Il se bat constamment contre la perte d'énergie en mangeant, en Pour en buvant, en fabriquer. respirant, en assimilant. Ah. La vie est un processus qui lutte sans cesse contre l'entropie. Si on coupe un bout de métal, la coupure restera potentiellement éternellement. Mais si on coupe un organisme vivant, il cicatrisera. Voilà ce que nos chercheurs veulent utiliser. Voilà ce qu'est se battre contre l'entropie. Une cellule maintient des gradients chimiques que la physique seule effacerait. Elle répare ses structures, remplace ce qui se dégrade, et conserve une organisation hautement improbable. Un arbre capte un gaz diffus dans l'air et l'organise en bois, en feuilles, en forme solide, à rebours de la tendance naturelle à la dispersion. Un embryon transforme une cellule unique en un corps structuré, différencié, orienté, alors que toutes les lois statistiques favorisent l'uniformité. À toutes les échelles, la vie trie, organise et maintient de l'ordre, en dépensant de l'énergie pour résister à la pente naturelle de l'univers. Simplement en existant, vous et moi et cette petite boule de cellules de grenouille, On contredit nous rebellons, l'univers. que nous le voulions ou non, contre l'un des principes les plus absolus qui régissent l'univers. Let's go. Nous sommes des rebelles. Rebellons-nous contre l'univers. Ah putain, ces textes sont tellement bien écrits. Ces sujets sont tellement philosophiquement profonds. Ah, c'était bien. C'était bien. C'était bien. C'était très bien. Fabriquer rapidement. Concernant l'entropie, strictement parlant, la vie ne viole pas les lois de la physique, elle respecte le deuxième principe de la thermodynamique, mais elle lutte en permanence contre sa propre entropie. Pour maintenir son ordre interne, elle consomme de l'énergie et rejette de l'entropie vers son environnement. Les êtres vivants sont des sortes d'îlots de faible entropie locale dont l'existence est rendue possible par une augmentation globale de l'entropie autour d'eux. Question à bagarre, Ego ou The Great Review. J'ai pas assez vu de vidéos de The Great Review. Je sais qu'elles sont bien. Il faut toujours que je finisse de jouer à Outer Wilds, que je termine le jeu pour pouvoir regarder ces 2 vidéos sur Outer Wilds et après que je regarde le reste de sa filmographie, on va appeler ça comme ça. Ah, c'était bien. C'était bien. C'est tellement bien. C'est tellement bien. Bravo Ego, tes vidéos sont sublimes. Voilà. Bon ben voilà. J'espère que ce visionnage vous a plu. J'espère que mes petites... comment on appelle ça ? Mes petits ajouts à la vidéo vous ont plu. Et voilà. Et ça partira sur la chaîne secondaire pour ceux qui ont raté, qui ont envie de regarder le react entre guillemets complet. Ce sera sur la chaîne secondaire Bubule en live. Donc YouTube, merci de m'avoir rejoint pour ce visionnage et à bientôt.